Visiblement aujourd'hui, tout le monde veut devenir youtubeur. Littéralement 30% des enfants interrogés aux États-Unis veulent être youtubeurs et non pas astronautes. Et comme le disait la CEO de YouTube, les gens viennent à nous parce qu'ils veulent être riches et célèbres. Le problème, c'est que c'est pas si facile. Mais pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui, être une star de YouTube, ça paraît plus accessible qu'être une star de la télé ou du cinéma. Et cette idée d'accessibilité, elle est renforcée par une chose, c'est quand tu vois ceux qui sont aujourd'hui les stars de YouTube, qui ont commencé de rien, et tu te dis, c'est tout à fait possible. Mais avant d'en arriver à leur niveau, et d'avoir une équipe, un cadreur, un monteur, une production, et de pouvoir en vivre, mais aussi faire vivre toutes ces personnes, il y a pas mal de chemins. Et le problème avec ce chemin et devenir youtubeur, c'est que ça veut dire qu'on doit s'intégrer dans une économie qui est l'économie de la création, l'économie du créateur. Cette économie, elle est perverse et dysfonctionnelle, qu'elle va rendre le contenu des créateurs moins intéressant, tout en leur faisant faire un burn-out. Alors dans cette vidéo, je veux essayer de voir s'il n'y a pas une solution. Parce que personnellement, ça fait plus de 7 ans que je suis sur YouTube, et j'ai un peu gagné ma vie grâce à ça, mais franchement, c'est pas si rose que ce que tu penses. Il y a Benjamin qui m'aide à cadrer, là tout de suite, et puis qui m'aide à monter les vidéos. Et il fait pas ça bénévolement. La première chose qui doit être très claire, c'est que aujourd'hui il y a deux types de youtubeurs. T'as ceux qui gagnent leur vie avec YouTube, qui ont potentiellement une équipe, même si c'est juste un monteur par exemple, et t'as ceux qui ne gagnent pas encore leur vie avec YouTube. Évidemment, dans la catégorie de ceux qui gagnent leur vie avec YouTube, Squeezie est un exemple, MrBeast est un exemple, mais là on parle déjà de niveau qui est incomparable par rapport à la moitié des gens qui veulent se lancer sur YouTube ou qui travaillent déjà sur une chaîne depuis quelques années et qui essaient d'atteindre un objectif de croissance pour pouvoir en vivre. Donc, on va pas parler de gens qui sont au final l'exception, on va parler de ceux qui sont pas l'exception, de ceux que tu connais pas forcément ou qui ont pas des chaînes énormissimes. Et la deuxième chose importante, et ça je pense que c'est vrai avec tous les créateurs, petits, gros, moyens, la plupart des gens qui se lancent, au final c'est des gens qui ont envie de faire de la création. C'est pas forcément des entrepreneurs, mais c'est des créateurs, c'est des créatifs. Ils auraient pu très bien être peintres à une autre époque. Ça aurait pas forcément été plus facile d'ailleurs. Si tu es plutôt un créateur, plutôt un créatif, et que tu n'es pas un entrepreneur, ça va être très dur d'en vivre, parce que ça demande, en parallèle de la création de vidéos, de devoir savoir gérer des sponsors, savoir gérer plein de choses qui sont annexes à la création de vidéos, et c'est pour ça que les grosses équipes ont des producteurs, des managers, etc. Donc ça, c'est déjà un premier problème qui va faire que c'est très compliqué de financer une chaîne en même temps que tu la manages si tu es seul. C'est effectivement pas un problème insurmontable, puisqu'il y en a beaucoup qui l'ont surmonté ou qui font au jour le jour, mais ça veut dire que si tu ne peux pas passer une grosse partie de ton temps sur financer la chaîne, tu vas pas forcément avoir accès à tous les moyens de financement, et tu risques de prendre la mauvaise direction, qui t'amène à un mauvais endroit. Il est important ici de comprendre une chose, c'est que être youtubeur, c'est être une entreprise. Si tu veux en vivre, si tu fais ça après ton travail pour la passion, c'est autre chose. Mais si tu veux en vivre, et si tu veux que la chaîne elle puisse tourner et produire mieux et plus, c'est une entreprise. Et comme toute entreprise, il y a besoin de thunes. Donc voyons les 5 méthodes que tu peux utiliser pour te rémunérer sur YouTube. La première méthode, c'est les vues, et plus simplement les revenus des pubs que YouTube va mettre sur tes vidéos. Et là déjà, on commence avec plusieurs problèmes pour cette méthode de rémunération. C'est que tu as absolument aucune idée de combien tu vas gagner chaque mois. Ça peut être hyper variable, et même si tu peux faire une moyenne, c'est très variable. Ça va aussi être variable en fonction de ta niche. Par exemple, si tu es dans une niche où les gens qui payent pour mettre une pub, ils payent très cher, à ce moment-là, tu vas gagner plus. Et si tu es dans une niche où il y a moins de concurrence et ils payent moins cher, tu vas gagner moins. Donc, déjà là, potentiellement, tu te lances dans quelque chose parce que c'est ta passion, et tu vas faire quelque chose qui est dans une niche où chaque vue génère moins d'argent pour le créateur. Et surtout, tu n'as absolument aucun contrôle, parce qu'à tout moment, YouTube peut dire « Non, on démonétise cette vidéo, ou alors tout ton compte, il est démonétisé. » C'est le Far West, tu es, et c'est normal, chez Google, chez YouTube, et tu travailles pour eux. Et tu dois jouer avec leurs règles. Donc ça, c'est pour les problèmes qui sont vraiment intrinsèques à cette méthode de paiement, on va dire. Maintenant, il y a un autre problème qui est moins évident, c'est que pour faire de l'argent avec les vues, il faut faire des vues. Et donc du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, tes vidéos doivent performer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois devenir meilleur en marketing avec tes miniatures, avec tes titres, tes concepts de vidéos doivent être intéressants, et tu dois prier à chaque fois pour que YouTube te mette en avant d'une manière qui va être suffisante pour que tu puisses faire une grosse accumulation de vues. Donc, tout ça veut dire que tu peux pas vraiment te fier à cette source de revenus. Ou en tout cas, pas seulement. Mais heureusement, il y en a d'autres. On va donc parler des sponsors. Si tu fais des vues, tu peux, en théorie, avoir des sponsors. Évidemment, ce qu'ils vont vouloir, c'est un maximum de retour sur investissement au minimum en attention que tu vas leur apporter. Donc ils vont être intéressés par la quantité de vues et donc d'exposition que tu peux leur apporter. Donc si tu fais pas de vues, là tu peux oublier cette solution-là. Tu peux aussi avoir des sponsors sans forcément être Squeezie. Tu peux être un YouTuber de plus petite taille, avoir des sponsors soit dans ta niche,
soit des plus gros sponsors généralistes comme NordVPN, Squarespace, HelloFresh, 3 marques qui ne sponsorisent absolument pas cette vidéo. Sinon, je ne serais pas dans une baignoire. Maintenant, il ne faut pas se mentir, le sponsoring, c'est assez ambigu. Même très ambigu. Parce qu'en réalité, c'est assez proche de ce que tu pourrais appeler de l'achat d'espace. L'achat d'espace, c'est quand tu mets une pub dans un magazine, par exemple, tu peux choisir d'acheter une pleine page pour parler de ton produit, et le magazine va toucher de l'argent, dans le magazine sera diffusée ta publicité. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans ce cas-là, le magazine ne change pas sa ligne éditoriale, il a juste laissé une place pour de la publicité. Pour un youtubeur, c'est différent, parce que c'est pas vraiment de l'achat d'espace, c'est achat d'espace et achat d'influence, à chaque fois. Parce que quand tu fais appel à Squeezie pour mettre en avant un produit, c'est pas juste je prends de l'espace en payant Squeezie pour qu'il mette mon truc dans sa vidéo, mais c'est aussi je veux avoir l'aura de Squeezie, je veux entre guillemets que les gens fassent l'association entre Squeezie et mon produit. Alors ça ramène de l'argent, mais on est déjà en train de s'éloigner de ce qu'on voulait faire à la base. Alors maintenant évidemment tu peux refuser certains sponsors, mais je le rappelle, tu n'auras pas forcément beaucoup de sponsors, et si tu es seul, beaucoup de temps pour t'occuper de tous ces sponsors, et pour en trouver d'autres. Donc des fois, tu es un peu obligé de prendre ce qu'on te propose. C'est dangereux parce que le sponsoring, c'est pareil, quel est ton degré de vérification? On se souviendra notamment de certains youtubeurs qui ont mis en avant des produits d'investissement qui derrière, les boîtes, malgré le fait qu'elles soient énormes, se sont cassées la gueule. Bah, c'est compliqué, parce qu'ils sont un peu responsables. Mais en même temps, si ce même produit d'investissement faisait une pub à la télé, bah TF1 par exemple, ils sont pas responsables d'avoir passé cette pub. Donc comme tu l'as compris, avec les sponsors, c'est de l'argent sonnant trébuchant qui arrive, il y a de l'ambiguïté à un certain niveau, et de toute façon tu peux toujours dire non, si tu as de la chance d'en avoir assez qui viennent à toi. Par exemple, moi il y en a aucun qui viennent, hein, donc du coup, pour aucune de mes chaînes YouTube, j'ai des sponsors, il faudrait que j'aille les chercher. Que j'aille les chercher ou qu'ils viennent à moi, je peux choisir de positionner mon curseur éthique où je le souhaite en fait. Soit je me dis ok, je prends tout l'argent qui vient à moi et peu importe les trucs pour lesquels je fais de la pub, et surtout à quel moment je dis non à certaines choses parce que elles risquent de donner une mauvaise image ou un mauvais produit ou une mauvaise expérience à mon audience qui est fidèle. Mais par contre, ça veut dire que je dis non à de l'argent qui peut détruire la chaîne s'il n'y en a pas assez. Voilà pour les sponsors. En fait non, pas vraiment. Parce que les sponsors, faut aussi savoir qu'ils sont pas faciles à gérer. Parfois, leurs attentes, elles sont super claires. Parfois, elles sont pas claires du tout. Genre vraiment pas claires du tout. Et parfois, leurs demandes, elles sont absolument absurdes. Et elles vont à l'inverse de la logique d'un bon sponsoring. Ça, tous les youtubeurs l'ont déjà vécu. Petit, moyen et gros. Et c'est un vrai gros problème. Mais il y a aussi une chose qui est importante. C'est que si ton sponsor cherche à faire le maximum de vues, parce qu'il veut être vu, il veut acheter de l'attention en fait. C'est comme s'il payait de la pub quelque part sur Google ou sur YouTube, sauf que là, il la paye dans une vidéo. Et quand il fait ça, il va vouloir des vues. Donc là, c'est pareil, tu vas devoir faire des vidéos qui performent. Et si tes vidéos ne performent pas, les sponsors, ils vont plus forcément avoir envie de travailler avec toi. Donc, tu as encore une fois cette notion de devoir sans cesse un peu surenchérir et performer, et pas juste de créer un contenu que les gens veulent voir et qu'ils aiment bien, parce qu'il y a un risque de dire « ouais, mais c'est peut-être pas le contenu qui va marcher ». Donc, on ne peut pas ignorer qu'une vidéo qui est sponsorisée va être à un degré variable, perverti par ce sponsor. On va pas cracher sur les sponsors, parce que malgré tout, c'est une très très bonne manière de se rémunérer. Pour certains, c'est un gros pourcentage de leur revenu, et je pense que, oui, ça peut être chiant pour le public, mais fondamentalement, c'est pas si grave. Maintenant, il y a une autre manière de gagner de l'argent, c'est la troisième, c'est de vendre tes propres produits. Et là, autant te dire que ce truc-là, je le connais bien, et on rentre dans un délire hardcore. On peut prendre notamment l'exemple de la chaîne Fireball Tools, qui est aussi une entreprise qui vend les produits du même nom, et c'est une chaîne qui est l'une des meilleures dans le mix entre faire du contenu, mettre en avant nos produits, et au final, la symbiose des deux, quoi. Et donc c'est super bien fait. C'est pas des produits qui n'ont pas de sens avec la chaîne. C'est-à-dire que c'est une chaîne sur la soudure, le bricolage, etc., et leurs produits, ils sont exactement liés à ça. Donc là, ça marche nickel, d'accord? C'est un peu la meilleure situation que tu pourrais trouver dans cet exemple de gagner de l'argent en vendant tes propres produits. J'ai même envie de te dire, on est plutôt dans un business qui fait très bien une chaîne YouTube que dans une chaîne YouTube qui vend très bien ses propres produits. Après, tu peux aussi vendre un produit qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Donc par exemple, le YouTuber qui s'appelle Network Chuck, il vend du café. Après, tu peux aussi co-créer avec une marque ou avec une entreprise extérieure. Des YouTubers comme MKBHD, qui est un YouTuber américain dans la tech, qui a ses propres baskets, qui a ses propres vêtements, mais c'est pas forcément des vêtements où juste il met son logo, il y en a qui sont créés sur mesure pour lui. Donc là, tu es déjà dans un mix sponsoring / produit extérieur avec un collaborateur co-créé, etc., etc. Mais c'est viable, tout à fait viable.
c'est acceptable, il n'y a pas de souci. En tout cas, personne se plaint. Mais t'inquiète pas, on va arriver dans la partie où les gens commencent à se plaindre dès que tu lèves le petit doigt et que tu veux vendre un truc, c'est les produits digitaux. Mais admettons maintenant tu veux vendre une formation. Et là ça commence un petit peu à partir en couille, mais fondamentalement, les produits digitaux, donc un template, un bout de logiciel, un plugin, quoi que ce soit d'autre qui est un produit à télécharger, bah, ça marche. L'avantage de ça, c'est que c'est des très bons business, comme la formation, c'est des très bons business, parce que tu as très peu de coûts. T'as pas d'inventaire, t'as pas de tout ça, donc ça va. T'as beaucoup de support client, mais le reste, c'est plutôt un bon business. Donc pour être très clair, un YouTuber qui vend des formations, c'est plus seulement un YouTuber, c'est aussi un entrepreneur qui génère du trafic pour vendre des formations grâce à YouTube. Et ça, c'est une différence super importante à plein de niveaux. Et qu'on soit très clair, ça veut dire que tu ne seras jamais rémunéré pour le contenu que tu fais en ligne. Puisque maintenant, ce contenu-là, c'est un contenu qui est une machine marketing, qui est un moyen de récupérer des gens pour pouvoir leur proposer tes produits. Maintenant, le plus gros problème avec ça, c'est que tu dois travailler pour faire marcher la chaîne YouTube et donner un maximum de choses gratuites, sans que ça te coûte trop cher, parce que maintenant, ça, c'est une dépense marketing. Mais en même temps, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que si tu vends pas beaucoup de produits, bah, c'est compliqué, parce que tu peux pas bien financer la chaîne YouTube. C'est pas très agréable quand à la base, tu voulais juste faire des vidéos et kiffer. Parce que cette méthode de rémunération, elle te fait faire autre chose qui n'était pas forcément ce que tu as envie de faire. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que la majorité non silencieuse ne veut pas désactiver son adblocker et donc tu n'es pas rémunéré avec les pubs qui passent devant tes vidéos parce qu'ils veulent du contenu gratuit. Et certains t'avancent la solution miracle, et c'est la 4e solution dont on va parler, les dons. C'est pas si miraculeux que ça, les dons. Le problème, c'est que pour eux c'est cool parce que c'est facile et qu'ils sont vraiment sympas de le faire. Pour toi en tant que créateur, il y a plein d'argent qui va pas dans ta poche. Notamment parce que ces plateformes, elles prennent entre 5 à 12% du montant qui a été donné. Et ça va jusqu'à 30% s'ils te donnent directement via YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Maintenant, il y a une solution alternative pour éviter ces gros pourcentages, c'est de créer ton propre site ou d'avoir un compte Stripe ou un compte PayPal parce que ça te permet de diminuer ça énormément. Alors ça, ce serait une très bonne option. Le problème, c'est que c'est pas l'option qui est privilégiée parce que souvent, on va sur Tipeee par exemple, en France, Patreon aux États-Unis. Et sur ces plateformes-là, encore une fois, les gens font des dons, mais ce ne sont pas réellement des dons. Parce qu'en échange, ils doivent avoir des contreparties. Et là, encore une fois, on retombe sur un problème qu'on connaît bien, qu'on a vu déjà une fois au moins dans cette vidéo, c'est le fait que tu es payé pour produire du contenu exclusif. Et donc, tu n'es encore une fois pas rémunéré pour les vidéos que tu produis sur YouTube. Donc à ce moment-là, on a vu 4 méthodes de rémunération. On a vu la rémunération via AdSense, donc via les pubs directement sur tes vidéos. On a vu le sponsoring, on a vu vendre tes propres produits, et on a vu les dons. Et sur ces 4 méthodes, on a vu qu'elles avaient soit un potentiel effet pervers sur le contenu, et ou que tu n'étais pas rémunéré pour le contenu que tu fais, mais pour du travail supplémentaire. Nous n'avons donc pas trouvé la méthode magique. On va donc voir la 5e et on va la voir très vite. Et la 5e, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est quand tu parles d'un produit. Admettons, si je faisais une vidéo sur cette caméra, et ben je pourrais mettre cette caméra ou le lien de cette caméra vers Amazon par exemple, en bas dans la description, et quand les gens vont cliquer dessus, et ben je vais avoir un pourcentage de leurs achats. C'est une méthode qui est, on va dire, je dirais la plus respectueuse, parce que si quelqu'un doit faire une dépense, autant qu'il la fasse avec ton lien, parce que toi tu gagnes une petite commission au passage. Donc c'est, on va dire, une très bonne solution, et contrairement à toutes les autres qu'on a vues, elle ne te demande pas de travail supplémentaire, mis à part copier-coller un lien, et ça franchement ça va, et elle n'est pas perverse de ouf. En tout cas, tu peux limiter la perversité de cette méthode. Alors maintenant, pour parler des solutions, il faut faire le point sur une chose qui est très importante, c'est que quand tu es youtubeur, comme on l'a vu, tu es entrepreneur, et donc la variabilité de ton revenu, la fluctuation de ton revenu, elle est normale. La première solution, c'est de faire une combinaison de ces 5 sources de revenus. D'ailleurs, j'ai été faire un peu de recherche sur la chaîne d'un youtubeur qui interviewe de gros youtubeurs, et il leur pose notamment une question, il leur demande, voilà, quels sont vos revenus, d'où viennent vos revenus, et ils remplissent le petit camembert. Et donc à chaque fois, c'est super intéressant parce que tu peux voir que tout le monde fait une combinaison de multiples sources de revenus, mais il y a une autre solution. Et cette solution, elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus complexe, mais c'est potentiellement un peu l'avenir. Cette solution, c'est que tu peux créer toi-même ta propre plateforme, et c'est ce qu'a fait notamment Linus Tech Tip, donc avec leur plateforme qui s'appelle Floatplane. Alors là encore, c'est un nouveau business, hein, d'accord. Ils ont créé une plateforme équivalente à YouTube, si tu veux, en dehors de YouTube, sur lequel ils mettent leur contenu. Il y a un bordel pas possible d'infrastructures, de plein de complexités, mais fondamentalement, c'est une solution qui est intéressante,
parce que tu récupères un peu de ta souveraineté, parce que c'est ta plateforme, et parce que les gens vont payer un abonnement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait le test sur moi. De mon côté, je suis abonné sur YouTube à 93 créateurs, et si je devais donner 5 € à chacun, ça me coûterait chaque mois 465 €. Maintenant, tu peux te dire 465 €, ça fait beaucoup, mais dans un sens, tu payes déjà pour Netflix, et c'est là justement la solution et le problème en même temps, c'est que payer pour un seul créateur sur YouTube ou sur son Tipeee, ça peut paraître très vite cher si tu as beaucoup de créateurs. Par contre, la solution de Floatplane ou de Nebula, ça c'est une autre plateforme qui a été créée par des YouTubeurs, ça c'est potentiellement des bonnes solutions. Tu payes un abonnement pour avoir accès à potentiellement plusieurs créateurs. De toute façon, la frontière entre la télé, Netflix, le cinéma et YouTube, elle est de plus en plus en train d'être très très floue. Donc tu vois que les modèles changent et que ça c'est potentiellement une bonne voie à explorer pour le futur. Parce que sinon, ça rend pour certains youtubeurs, surtout les moyens et petits, l'expérience beaucoup trop précaire et beaucoup trop complexe, malgré potentiellement la qualité de leur contenu.